tuvutili matondo konge tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela zulu ikunda kieno toto siklu kieno kemalo beto fafala babantu twizidi mpasi longo takogela nkumbu kutata kimbangu ngeyese nzambi kwa beto bana bako basololo bagoga manaka tulenda ngako nge nzambi fetilenda bunandinga kikongo yo yatika kalakala munantama batata bubu agana ndwenga mugogela mo bakubamene bana beto mpe kufaki bizidi mukuyangi dikaye kusika fumu beto katufweneko ngevuidi wisa yeleno ngeogana ngandwenga vutu kikudidi tukukululi ngenzambi fetigana mano makondolo fumu kala yeto ngiantukulu nsukulu mpeveza mbiza wonto zikana pi wisa yelendo kiwa tutumina tasalasalu kyako kyamoneka mubeto ngekala nzambi se beto bana bisadi muzoraka se mwane mwanda velela amen. Merci mes amis de passer devant pour un mot d'ouverture. Monsieur Akassien, la parole vous revient. À tous, soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu nombreux à cette rencontre. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui autour de nos frères du Centre Madombe. Nous, quand je dis nous, moi je représente la librairie et les éditions à Niboué, 6 au 52 rue Greneta. Nous nous sommes associés à la manifestation d'aujourd'hui dans un cadre strictement, en tout cas, du panafricanisme. Parce que ça fait depuis un certain temps que les frères du Centre Madombe nous font le dépôt de leurs ouvrages. Et lorsqu'ils nous ont fait part de leur projet d'écriture, nous avons trouvé, en tout cas notre équipe à Niboué, que c'était une initiative qui relevait en tout cas le défi du panafricanisme. Donc nous avons trouvé opportun de nous associer à vous pour programmer et organiser cette journée d'aujourd'hui. Je voudrais avant toute chose remercier la FETAF qui nous accueille ici aujourd'hui, remercier aussi Afrique Unie qui est un groupe informel qui s'est réuni depuis plusieurs mois, remercier les amis d'Aniboué, c'est un groupe informel qu'il y a autour de la librairie Aniboué qui nous soutient depuis notre création, et remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour prendre part à cette manifestation. Nous sommes très fiers de ces frères qui ont eu l'initiative de créer ce centre et de mener ce travail. Car, comme vous le savez, on dit toujours que c'est par l'écriture que l'Afrique a été bernée. Aux États-Unis, il y a même un adage qui dit « pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans le livre ». Et je pense qu'avec la découverte importante de cette écriture Madombe, c'est un pas gigantesque dont tout Africain doit être fier. Notre présence ici, en tout cas de cette fierté. Et nous tenons sincèrement à remercier tout le Centre Madombe, tous les frères qui ont contribué et toutes les personnes qui sont venues ici pour les soutenir. Je ne serai pas long. Je pense que nous allons rester ici jusqu'à 17h. Nous allons échanger avec les différents intervenants et j'espère que les contributions, les travaux qui vont, l'encouragement nécessaire pour poursuivre cette œuvre gigantesque que le Centre Madombe nous permet aujourd'hui de rassembler ici. Je remercie tous les frères, toutes les sœurs qui s'associent à nous, qui s'associent à vous pour rendre cette journée possible. Et aussi un grand merci à la Bourse du Travail qui nous accueille dans ces enceintes. Merci beaucoup, bons travaux et bonne continuation. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la lecture du programme. La prière est faite, le mot d'ouverture par M. Kassi Assémian est aussi donné. Alors, voici la présentation. Normalement, Papa Wazi, les professeurs Wazi devraient nous donner le programme de la conférence. Il est un peu retenu quelque part dans les embouteillages. Alors, nous attaquons, vous comprenez que nous avons 1 heure de retard.
Nous attaquons le racine bantou du latin, le Kikongo, langue de la logique pure et de la révélation de l'écriture mandombé par M. Melo Zeitou Josias, qui va sûrement se présenter à vous. Puis viendra l'intermède par la Faki. Suivra l'écriture mandombé, origine et développement par M. Wabela Diopayi David, inventeur de l'écriture mandombé. Débat, modération, et là ça sera M. Makis Kouman, Université de Mayenne, à Mayenne, c'est ça? Mayence, en Allemagne. Et nous aurons un intermède, vous comprenez que ça sera plus 12h30 parce que c'est passé. Nous répondrons l'autre partie, Kimbaoula, l'art mandombé, présentation, commentaires et synthèse des tableaux de M. Kivuyu Massangi Félix. Nous aurons également Kimbangumuna, les calendriers africains, bref aperçus par M. Fwakwasumbu Louawenu Adrien. Et nous aurons plus tard l'Undombe, les systèmes d'exploitation informatique de l'écriture mandombé par M. Kibavouidi Ntiangani. Il y aura aussi modération par votre serviteur Lembe Masiala, Université des Gants. Alors, il y aura un mot de la fin par messieurs au pluriel Bandouzi Théophile et monsieur Wabela Diopayi David. Il y aura à la fin signature du livre d'or et cocktail, agrémenté par la fanfare Kimborgiste. Merci et on va s'amuser très très bien. Nous passons la parole au premier intervenant. Commencer avec la conférence de M. Melo Nzeitou Josias à ma gauche. Avant de donner la parole à l'intervenant, je m'en vais faire une brève présentation. Monsieur Melo Nzeitou Josias est de nationalité angolaise. Il est né à Kinshasa, diplômé en relations internationales et linguiste de l'université de Lumumbashi. Il est également fonctionnaire international au Centre de documentation des Nations Unies à Kinshasa. Et depuis 24 ans, il travaille à l'UNESCO. Il est également l'auteur de 2 ouvrages, dont Jésus l'Africain et encore plus récemment, les racines bantoues du latin. Je vous rappelle que les 2 ouvrages sont disponibles sur le stand. Alors, en ce qui concerne l'exposé d'aujourd'hui, je rappelle le titre de son exposé, le Kikongo, langue de la logique et de l'inspiration de l'écriture mandombé. Alors, monsieur Melo Nzeitou Josias, il s'agit d'un travail assez documenté, inspiré de vos 2 ouvrages que je viens de citer, et qui plonge ses racines à la fois dans la linguistique, l'archéologie, la génétique, entre autres. Le moins qu'on puisse dire, monsieur Melo Nzeitou, c'est que vos hypothèses sont inspirées de recherches novatrices et prennent à contre-pied les idées reçues des discours académiques auxquels on nous a habitués au sujet des langues africaines. On a toujours dit et cherché à montrer la relation entre les langues africaines et l'égyptien antique, soit 10 000 ans d'histoire environ, mais M. Nzeitou Josias va au-delà chercher une histoire vieille de entre 50 000 et 75 000 ans, là où l'écriture serait née. On aimerait plus en savoir. Merci. Merci. Je remercie le modérateur. Je voudrais d'abord remercier à qui de droit notre Seigneur, notre Dieu créateur, celui qui nous a permis de nous retrouver dans cette salle aujourd'hui pour un sujet d'une importance vitale pour nous,
s'agit de cette écriture qui est une écriture inspirée de Montaigne. Mais comme vous le savez, sans langue, il n'y a point d'écriture. Donc, je remercie tous ceux qui sont ici présents et j'espère que l'exposé que je vais faire sur la langue du prophète Kimbangu sera une source d'inspiration pour tous afin de comprendre aussi pourquoi une personnalité aussi exceptionnelle que Papa Kimbangu est sortie au sein du milieu Congo. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose pour cet exposé. Vous avez 15 minutes, 20 minutes. C'est 1 heure. 1 heure. 1 heure. Donc il est midi, si tout va bien, d'ici 13 heures du matin. J'aimerais aller droit au but, c'est-à-dire prendre une démarche qui ne soit pas une démarche latine. Comme vous le savez, les latins aiment bien s'entendre, s'écouter parler. Et les anglo-saxons, eux, vont droit au but. Donc j'aimerais adopter une approche d'histoire, une approche anglo-saxonne, aller droit au but. Je suis sûr et certain qu'à la fin de mon exposé, j'aimerais faire cet exposé pendant 1 heure, afin de laisser le temps à l'Assemblée, à ceux qui sont là, de pouvoir poser des questions. Quand vous venez de le dire le modérateur, quand on présente un sujet tel que les racines bantoues du latin, en général, on rencontre une forte incrédulité lorsque les gens disent toujours que ce n'est pas possible que ce soit le bantou qui ait inspiré le latin, qui ait été en amont, je dirais, de l'existence de cette langue, mais ce serait plutôt le contraire, c'est-à-dire que nos ancêtres ont attendu que ceux qui parlent latin viennent pour que leur langue existe. C'est une hypothèse qui, à mon sens, est complètement stupide, ridicule, car comme vous le savez, le latin n'est pas une langue vivante. On m'aurait dit que l'apport des langues européennes sur nos langues est arrivé avec la colonisation, là, l'hypothèse serait plausible. Mais le latin étant une langue savante, une langue forte, on ne peut pas imaginer que nos ancêtres, qui sont en fait, je dirais, de manière un peu, en prenant un raccourci, nos ancêtres qui n'avaient aucune culture, entre guillemets, aient pu attendre que les Romains arrivent pour pouvoir forger leur langue. Ce serait plutôt le contraire, et en quelques minutes, vous verrez que ce que nous disons n'est pas une vue de l'esprit concrète. Donc, le résumé de ce livre, les racines bantoues du latin, avec en exergue du Congo qui est la langue de Papa Kimbangu, nous ouvre une porte ou une fenêtre complètement inédite sur l'histoire des Africains en général et plus particulièrement sur l'histoire des Bantous. Beaucoup d'entre vous se souviennent encore de ce livre qui a eu beaucoup de succès. Il s'agit de Alex Haley, à partir de 2 mots qui étaient Kunta Kinte, a pu, au bout de 2 siècles et demi, retrouver ses racines en Gambie, alors qu'il n'avait aucun moyen de pouvoir savoir d'où il venait. C'est juste pour vous donner l'importance de la linguistique de la langue quand il s'agit de savoir quelle est sa véritable identité. Alors, lorsque nous parlons
le français. Lorsque nous parlons l'anglais, le portugais, l'italien, l'espagnol, et je passe, très souvent nous utilisons des mots du bantou sans savoir. Nous parlons bantou en nous exprimant en français, en nous exprimant en espagnol, en nous exprimant en portugais. Comment cela pourrait-il être possible? C'est simplement qu'il y a un pan de l'histoire de l'Afrique qui est passé complètement sous silence, qui concerne en fait l'origine ou la véritable identité de ceux qu'on appelle de manière générique les Bantous. Je vous rappelle que le terme Bantou est un terme qui a été forgé de toutes pièces par un linguiste allemand, mais il serait intéressant de savoir comment nos ancêtres eux-mêmes se définissaient avant qu'ils ne soient mis dans cette catégorie de Bantou. Alors, si Papa Kimbangu insistait tellement sur la langue Congo, c'est simplement parce que, inspiré de Dieu, il savait que cette langue est la langue d'origine de l'humanité entière. C'est un peu prétentieux, c'est un peu présomptueux de dire cela, mais vous verrez que, avec les quelques démonstrations que je vais faire d'ici peu, que cela est tout à fait vérifiable de manière scientifique. Le Kikongo est la véritable langue de la révélation. Il n'est pas vrai que nos ancêtres aient connu la Bible avec l'arrivée des Européens, c'est-à-dire au XVe siècle. Cela n'est pas possible. Il aurait suffi d'ailleurs que les Européens examinent la langue Congo pour savoir que les Congos, on ne peut pas dire qu'ils ont été en contact avec la Bible, non. Ceux qu'on appelle les Congos et qui portaient un autre nom, on reviendra là-dessus plus tard, en fait sont les véritables inspirateurs de ce livre qu'on appelle la Bible. Et c'est la raison pour laquelle l'un des derniers messages laissés par Papa Kimbangu en héritage à tous ces disciples que nous sommes, ça a été, je crois qu'il a brandi la Bible en disant ne négligez pas ce livre, car c'est avec ce livre-là que vous allez découvrir beaucoup de choses. Et puis il a ajouté une phrase qui était éminemment importante, il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Alors, à partir de la langue, à partir du Kikongo, il est très très facile de trouver qu'en fait, l'inspiration première de la Bible a été faite en Kikongo. J'ai fait des recherches comparatives entre le Kikongo et l'hébreu, et vous serez absolument époustouflés de voir que le Kikongo, comment dirais-je, est comme un gant quand il s'agit de la révélation divine. Alors que quand vous prenez l'hébreu, il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent, ne serait-ce que par le nom qu'on donne à Dieu, ne serait-ce que par le nom qu'on donne à l'humanité, à l'homme. Quand on compare l'hébreu et le Kikongo, on voit tout de suite que le Kikongo est une langue beaucoup plus biblique que l'hébreu. Et c'est énorme ce qu'on peut découvrir à partir de là. Je vous donne juste un exemple. J'avais demandé un tableau et il aurait été bien que je puisse faire quelques démonstrations écrites, que les gens puissent voir. Mais bon, on peut essayer, chacun d'entre nous, de visualiser ce que je vais dire. Vous savez que c'est par révélation divine que les hommes ont su que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e jour, Dieu s'est reposé et a décrété que le 7e jour était le jour sacré. Au départ, c'était le jour sacré des Juifs, mais après, cela devait
avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aboli en fait les frontières qui existaient entre le peuple juif et les autres peuples, le 7e jour devait être connu de l'humanité entière, de ceux qui s'inspirent de la Bible, comme étant le jour sacré de Dieu. Or, il se fait que, en Kikongo, le chiffre 7, le 7e jour, se dit Samboa. Et vous verrez, en lisant la Bible, que Dieu dit je bénis le 7e jour. Comment on dit je bénis l'heure du début. On peut marquer ça. Bon, je bénis. Si on prend je bénis en second, comment on le dit? Samboidi. Vous voyez qu'il y a une parfaite équation entre je bénis, Samboidi, et Samboidi, qui est le chiffre 7. Le seul peuple au monde qui fait ce lien entre celui qui parle, c'est-à-dire le Créateur lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, l'inspirateur de la vie, qui dit je bénis, Samboidi, et Samboidi, le chiffre 7, c'est que ceux qui parlent cette langue sont les véritables inspirateurs de ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Et, curieusement, pour revenir au livre que j'ai écrit, c'est-à-dire le racisme contre le Crétin, vous retrouvez pratiquement tel quel pour les linguistes. Il est très facile de faire les rapprochements. Je dis Samboidi, Sabati. C'est le même mot. Sabati qui nous a donné le mot Sabbat. Et même en Lingala, qui est l'une des langues qui est le plus proche du Congo, lorsque nous disons Sambo, c'est le chiffre 7. L'Osam, que veut dire l'Osam? Mais comment se dit que ce peuple, et on disait Sambo, et le Sambo, avant que le premier missionnaire ait foulé le sol de nos ancêtres? Comment est-ce que ce peuple qui parle le Kikongo et qui parle le Lingala pouvait faire le lien entre deux notions qui n'ont strictement rien à voir avec le prime abord, le chiffre 7 et la prière, s'ils ne sont pas les instigateurs ou les inspirés de cette culture dite judéo-chrétienne. Et pour être sûr que ce que nous disons n'est pas une simple coïncidence, je vous dis qu'en hébreu, l'hébreu qui est considéré comme étant la langue de la révélation, à plus forte raison, on aurait dû trouver ce genre d'équation, ce genre de similitude, mais en hébreu, le chiffre 7 se dit Sheva, et prier se dit les rites panel. Rien à voir. Sheva, en Lingala, quand je dis Sambo, le Sambo, il y a déjà toute une leçon biblique à tirer de là. Et en fait, même le verbe de prier, qu'au Sambela, se décline sur la racine du chiffre 7. Je dis Sambo et j'ai le suffixe ELA pour dire au Sambela, c'est-à-dire je fais ce que l'on fait le Sambo. On peut se poser la question sur la véritable identité de ceux qu'on appelle les Bantous. Il y a eu des linguistes européens qui, en faisant des recherches sur les langues bantoues, ont été extrêmement étonnés. Je vais vous lire juste quelques extraits. Apollinaire, par exemple, qui est un linguiste, je crois, anglais, et qui était en Afrique du Sud, dit ceci, en 1850, en parlant de la langue des Kafres, dont fait partie le Zoulou, il dit la langue Kafre parlée actuellement par une race qui émerge d'un état tout à fait barbare, présente une forte évidence interne d'avoir été employée par des gens qui formaient une société très policée, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre l'état de primitivité, entre guillemets, des gens et leur langue qui était une langue très savante. Apollinaire, se trouvant au milieu des Kafres, entend les Kafres, les Zoulous, les Bantous parler une langue qui a des classes de substantifs. Lorsque vous prenez le Kikongo, vous verrez que le Kikongo a 11 classes de substantifs.
Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que le latin s'est inspiré du Kikongo pour faire ses classes. Classes nobles ou entre personnes et animaux. Classes de choses ou objets matériels. Classes des abstraits comme la bonté, le courage, enfin d'autres classes, toutes au nombre de 8. Lui, il a déterminé 8 classes au sein de la sphère linguistique Kafra, Zoulou. Mais en Kikongo, je vous le répète, et je peux vous donner des exemples concrets. Par exemple, Bentley, celui qui a donné son nom au village qu'on appelle Kibentele, au sud, dans la province du Bas-Congo. Kibentele, Bentley, a fait des recherches absolument extraordinaires sur le Congo et a déterminé 11 classes de mots. Alors, la première, voir des adjectifs s'apporter avec des substantifs à l'aide de préfixes de ces substantifs. Comme en latin, bona s'accorde avec rosa, bonus avec dominus, à l'aide du suffixe de ces substantifs. Ils voient des pronoms s'accorder également en prenant les préfixes qui leur reviennent de droit, suivant la classe des substantifs qu'ils représentent. Ils voient les verbes avoir tous les temps, tous les mots de toutes les personnes, tout comme les langues des Blancs. Et cette langue superbement constituée est parlée par des bouches de sauvages. C'est Apollinaire qui parle en 1850. Il dit, mais comment une langue aussi sophistiquée, une langue aussi savante peut être parlée par des barbares? Alors, j'ai ici l'ouvrage d'un prêtre français du nom de Jean Prat. Il a écrit cet ouvrage qui s'appelle Les langues préfixales et les langues mitales. D'où viennent les langues préfixales dites langues bantou? Parce que lui aussi, en étudiant les langues bantou, a constaté une forte parenté, une forte similarité entre les langues, les vocables bantou et le latin. Et lui, par contre, ne pouvant pas apporter de réponse plausible à cette similarité, a inventé une histoire qui est complètement ridicule, laissant entendre qu'en fait, il y a eu des Romains qui, il y a des siècles, sont sortis de l'Europe, sont venus en Afrique pour apprendre les langues bantoues aux Africains. Apprendre les langues bantoues aux Africains, c'est-à-dire que les langues bantoues seraient des langues complètement forgées de toutes pièces, inventées par des linguistes européens. Complètement ridicule. C'est le contraire qui est vrai. Et vous verrez, par exemple, qu'il y a des témoignages de certains savants, de certains chercheurs européens de bonne foi, qui, à l'instar de, je veux juste vous citer Fabre d'Olivet, linguiste et philosophe français, qui, au XVIIe siècle, écrit ceci. Et c'est sur ces arguments-là, qui sont des arguments d'un Européen, que nous nous basons pour dire que les langues bantoues sont antérieures aux langues, à la langue latine. Voilà ce que dit Fabre d'Olivet. Il faut bien suivre parce que c'est d'une importance absolument extraordinaire. Et si les Européens, quand il y a eu cette énigme énorme de Papa Kimbangu, avaient su ce que nous allons entendre maintenant, je crois qu'ils auraient commencé à comprendre en fait que Papa Kimbangu, ce n'était pas quelqu'un qui est sorti en Afrique seulement pour les Africains, mais qu'il a une envergure et une envergure universelle, mondiale. Parce que ce que nous avons comme culture, ce n'est pas seulement une culture africaine, mais c'est une culture universelle, parce que nous sommes à la base de ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Donc Fabre d'Olivet dit ceci. Je vais me transporter à cet effet à une époque assez reculée de celle où nous vivons, et raffermissant mes yeux qu'un long préjugé pourrait avoir affaibli, fixé à travers l'obscurité des siècles, le moment où la race blanche dont nous faisons partie vint apparaître sur la scène du monde. À cette époque, dont plus tard je chercherai à déterminer la date, la race blanche était encore faible, sauvage, sans loi,
sans art, sans culture d'aucune espèce, dénuée de souvenirs et trop dépourvue d'entendement pour concevoir même une espérance. Elle habitait les environs du pôle boréal. Elle possédait toute l'Afrique et la plus grande partie de l'Asie. En ce temps-là, la race noire existait dans toute la pompe de l'état social. Elle couvrait l'Afrique entière, de nations puissantes, émanées d'elle, possédait l'Arabie et avait poussé ses colonies sur toutes les côtes méridionales de l'Asie et très avant dans l'intérieur des terres. Une infinité de monuments qui portent le caractère africain existent encore de nos jours dans tous ces parages et attestent la grandeur des peuples auxquels ils ont appartenu. Les énormes constructions de Mapra-Banipuram, les pyramides de Memphis, les excavations de Thèbes en Égypte et beaucoup d'autres ouvrages que l'imagination étonnée attribue à des géants prouvent la longue existence de la race noire et les immenses progrès qu'elle avait fait dans les arts. Et il n'y a que deux hypothèses. Ou Fabre l'Olivet dit n'importe quoi, ou l'histoire de vie et correspond à la vérité. Et je voudrais citer en témoignage un autre Européen, un Français toujours, un savant français qui s'appelait François de Chasseboeuf, comte de Volnay, qui, en découvrant l'Égypte, il faisait partie des membres de l'expédition qui accompagnait Napoléon en Égypte au début du XIXe siècle. Voilà ce qu'il dit quand vous arrivez en Égypte. L'une des premières choses que vous voyez, c'est le monument qu'on appelle le Sphinx. C'est la représentation d'un pharaon à corps de lion et tête humaine. Et ceux qui ont lu Cheikh Anta Diop et qui ont vu les images qui se trouvent dans National Écriture ont pu voir qu'en fait, le faciès ou la figure du Sphinx est une figure typiquement africaine. Et Cheikh Anta Diop a même dit que les traits du Sphinx seraient typiquement bantous. Et lorsqu'on lit le nom de ce pharaon en hiéroglyphe, aujourd'hui dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres classiques, on vous dit que ce pharaon s'appelait Khéops. Or, en lisant son nom en hiéroglyphe, ce n'est pas du tout Khéops qu'on lit. Son nom c'était Khufu ou Khufu. Et vous savez que quand les Européens sont arrivés chez nous, le roi qui gouvernait le royaume Congo s'appelait Khufu. C'était un homonyme de ce pharaon qu'on appelle aujourd'hui Khéops. Alors, en découvrant le Sphinx, Volney a cette exclamation. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race est devant nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Voilà ce qu'il dit, jusqu'à l'usage de la parole. Ce qui veut dire, encore une fois, que lorsque nous parlons le français, il y a beaucoup de mots, beaucoup de vocables qui sont en fait des vocables africains, des vocables bantous, des vocables Bikiko. Je vais vous donner des exemples concrets. Lorsque je dis oreille, qu'est-ce que je dis en Kikongo? Oreille. Kotu. À quoi sert l'oreille? À écouter. Quand je dis écouter, en fait, je prononce exactement le mot en Kikongo, kotu. Écoute. Écoutez. Nous sommes ici dans un endroit où on parle beaucoup de salaire et de salariés, n'est-ce pas? Or, lorsque vous prenez un dictionnaire étymologique et vous cherchez à savoir quelle est l'étymologie du mot salarié ou salaire, on vous dit que le mot salaire vient du latin sal, salis, qui veut dire le sel. Maintenant, quel est le lien entre l'argent qu'on reçoit après avoir fait un travail et le sel? Il y en a qui disent à l'époque, on faisait le troc, etc. Mais la société romaine était une société très évoluée. Et ils avaient une monnaie. Donc, c'est une explication qui est complètement tirée par les cheveux. Lorsqu'on remet les choses à leur place,
comment on dit travail en Kikongo? Salou, travailler. Sala, et vous avez la racine même du mot salario. Et quand on dit les salariés, en fait, salarié est un synonyme de travailleur. Et même en lingala, mosali, kosal. Voilà l'origine du mot salaire. Désormais, lorsque vous réclamez votre salaire auprès de votre employeur, mettez-vous dans la tête que vous êtes en train, en fait, de parler bantou, de parler kikongo. Lorsque vous dites muntu, vous savez qu'en français, muntu, enfin, je veux dire homme, n'a aucune résonance philosophique. On dit homme. Et déjà, on se trompe en incluant la femme au sein de ce mot homme. On devrait plutôt dire humain, l'être humain. Or, nous, quand on dit muntu, en fait, nous savons que le radical de ce mot muntu, c'est tout, la tête. Et même en lingala, il y a une parfaite équation quand je dis moto, l'être humain, moto, la tête. Or, maintenant, vous savez que le mot chef veut dire tout simplement la tête. Quand je dis un chapeau, un couvre-chef, cela veut dire simplement ce qui couvre la tête. Donc, quand nous on dit muntu, on dit simplement nous sommes les chefs. Et cela, une fois de plus, est un message qui est typiquement divin, car l'Éternel, le Créateur, après avoir créé tout ce qui existe, a créé en dernier l'homme, en disant tu seras le chef de tout ce que j'ai créé. Tu domineras sur tous les animaux. Tu seras donc le capitaine, une fois de plus, de capitis qui veut dire la tête. Donc imaginez les leçons qui se trouvent rien que dans ce mot, muntu. Et quand nous arrivons à la 8e classe des mots en Kikongo, la classe des abstraits, nous avons Umuntu, qu'on retrouve même jusqu'en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a même un logiciel qui est assez célèbre, qui s'appelle Umuntu. Et c'est à partir de ce Umuntu que vous avez le mot latin humanitas, humanitatis, l'humanité. Lorsque nous disons femme en Kikongo, là aussi il y a tellement de leçons qui sont une fois de plus divines. C'est que, comment on dit la côte, prenons le lingala, c'est pas loketo. Loketo, non? Ok. Et comment on dit femme en Kikongo? C'est le même mot. Et c'est de là, avec une petite métathèse, c'est-à-dire changement de la place des voyelles, qu'on tombe sur le mot côte en français. Donc quand on dit en Kikongo, c'est comme si on disait en lingala, loketo nangai. Comment est-ce que nos ancêtres auraient pu savoir que la femme a été tirée de la côte de l'homme, au point que cela rentre dans la langue de tous les jours, dans la langue du quotidien, s'ils ne sont pas les véritables instigateurs, les inspirateurs, les inspirés de l'histoire biblique. Voilà la raison pour laquelle Papa Kimbangu avait insisté en disant il faut que le coupable ou le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Donc il y a énormément de choses à dire. La linguistique est un révélateur extraordinaire de l'histoire d'un peuple. Nos mamans qui sont au marché, qui vendent, je ne sais pas moi, du poisson, de la viande, des légumes, quand ils parlent et le Kikongo et le Lingala, quand on demande un prix, quand on demande le prix d'un article, que ce soit en Kikongo, que ce soit en Lingala, il y a un mot qui aurait dû faire réfléchir. En Lingala, on dit talo boni. En Kikongo, on dirait talo wa. Donc le mot qui nous intéresse ici, c'est talo ou talo. Je ne vais pas, on va droit au but. En fait, aujourd'hui, ici en France, on parle de l'euro comme étant la monnaie. Il n'y a pas longtemps, c'était le franc. Et vous savez qu'il y a des nostalgiques qui, quand il y a eu les nouveaux francs, continuent à parler en ancien franc, etc. Imaginez-vous que, littéralement, nos mamans
qui vont au marché et qui demandent le prix d'un article, quand ils disent tal roni ou tal roi, demandent combien de talents. Savez-vous ce que c'était le talent? On trouve ça dans la Bible, quand Jésus parle de la parabole des talents. Le talent était une monnaie. Et aujourd'hui encore, dans la langue de tous les jours, la langue la plus sophistiquée, quand on parle de la bourse, quand on parle de l'étalon monnaie, c'est la valeur d'une monnaie. Imaginez, regardez le mot étalon et talon en lingala. C'est pas le même mot? Donc, c'est par ces signes-là, linguistiques, que nous pouvons nous déterminer que nous avons été les maîtres. Que pendant des siècles et des siècles et des siècles, ceux qui nous ont dominés, qui nous ont réduits en esclavage, de la part de qui nous avons subi la colonisation, ont été pendant des siècles et des siècles nos élèves, comme le dit Volney. Sans nous, il n'y aurait même pas de langue. Il n'y aurait pas de langue. C'est nous qui leur avons tout donné. Et la langue en est le révélateur encore aujourd'hui. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Je voudrais très très rapidement vous dire que quand on parle de Kikongo, quand on compte en Kikongo, on récite la première page de la Bible sans le savoir. Quand je dis Mosi, Zole, Tatu, Ya, qui en fait Yala, Tan, Sambanu, Sambwadi, dont on a parlé déjà, Nana, Wa, Kumi, je suis en train de réciter la Bible. Faites l'exercice. Essayez de relever dans la Bible, dans la première page de la Bible, les Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des luminaires sur le ciel. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Vous verrez qu'à chaque fois que la parole de Dieu sort, concrètement, il y a quelque chose qui se crée. Et cela, on le retrouve dans la manière de compter en Kikongo. Très rapidement. Quand je dis Mosi en Kikongo, vous avez, en déplaçant les voyelles, le mot Semo. Semi, c'est le créateur. Et on dit que la première chose qui a été créée, c'est la lumière. Fiat Lux. Et voilà la raison pour laquelle en Kikongo, langue de la logique parfaite, vous verrez que Semi égale Semo. Et le Kikongo est la seule langue au monde à faire le distinguo entre cette lumière primordiale, première, et la lumière qui est venue avec le 4e jour. Vous verrez que et le soleil, et la lune, et les étoiles ont été créés le 4e jour. Et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres, cette lumière qui est venue le 4e jour, ils l'appellent Ntemo. Nsemo, c'est la lumière qui provient directement du Créateur, et Ntemo, c'est la lumière qui provient des grands luminaires. Quand je dis Zole en Kikongo, vous verrez que dans la Bible, le 2e jour, Dieu créa les cieux, ou le ciel. Comment on dit ciel en Kikongo? Zulu. Et vous avez encore une équation. Zole égale Zulu. Et en écriture ancienne, je ne sais pas en Mandongue comment il écrit, mais vous verrez que Zole et Zulu s'écrivent exactement de la même manière. Consonantiquement parlant, vous avez l'équation ZN est égale à ZN. Et le 3e jour, Dieu créa la terre. Comment on dit 3 en Kikongo? Tatu. Comment on dit la terre? Toto. Et vous avez TT est égal à TT. Et c'est aussi le 3e jour que Dieu a créé. Évidemment, il fallait que la terre existe. Il fallait que la terre existe avant que la végétation ne vienne. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie. Comment on dit végétation en Kikongo? Titi. Et vous avez encore une équation. Tatu, 3e jour. Toto, la terre. Titi, la végétation. Et lorsqu'on arrive au chiffre 4, en fait, nos ancêtres, auparavant, quand ils comptaient, ils ne disaient pas Ya pour le chiffre 4, ils disaient Yala. On disait ceci. Mosi, Zole, Tatu, Yala, Tanu. Parce que l'une des caractéristiques aussi des mots dans la sphère linguistique bantou, c'est que la plupart des mots sont des mots qu'on appelle bilitaires, c'est-à-dire
ce sont des mots qui contiennent 2 syllabes. Mona, Zala, Yaka, Kende, Zonga. Toujours 2 syllabes, 2 syllabes, 2 syllabes. Et là, vous verrez Mos, 2 syllabes. Zole, 2 syllabes. Tag, 2 syllabes. Ya, une seule syllabe. C'est qu'une syllabe a été escamotée. Et exprès. Parce que le chiffre 4 dans la Bible est le chiffre de la domination. Le chiffre du pouvoir. Et si nos ancêtres avaient laissé le mot Yala, qui veut dire dominer, diriger, gouverner, il était facile aux Européens de comprendre que ces gens-là sont judaïsants. C'est la raison pour laquelle le La a été escamoté. Et la raison pour laquelle Jésus était de la tribu de Juda, c'est simplement parce que parmi les 12 tribus d'Israël, Juda, en fait, qui est Myadi dans le Congo, qui vient du verbe Yala, Myadi qui a donné Yudi, qui a donné le Juda, c'était la 4e tribu. Comment est-ce que nos ancêtres auraient pu faire le lien entre domination et chiffre 4 s'ils n'étaient pas les véritables inspirateurs de cette culture dite judéo-chrétienne? Et je terminerai, je dirais, par le clou. Lorsque vous dites Christ en français, en fait, Christ est un mot bantou. Christ est un mot qui vient du Kikongo. En fait, Christ vient, étymologiquement parlant, du mot charisma en grec. Charisma, c'est ce qui donne le charisme. Et Christos, c'est le participe passé. Et charisma veut dire tout simplement l'onction. Or, chez nous, dans la tradition congo, aucun roi, aucun prêtre ne pouvait accéder à cette onction sans être passé par le rituel de ce qu'on appelle kousomaz. Kousa. Kousa veut dire tout simplement l'onction. Et c'est à partir de ce mot kousa que vous avez le mot kisi, qui est l'onction et qui est la véritable origine du mot Christ. Et encore, on dit que Christ est venu nous guérir parce que nous étions tous malades. Nous étions tous pécheurs et c'est son sang qui nous a guéris, qui nous a lavés. Or, même aujourd'hui, quand je parle de Lingala, quand je suis malade et que je veux être guéri, je vais chez le pharmacien, je lui demande quoi? Ce qui est ici, que vous avez le mot Christ. Voilà, je termine là en vous remerciant de votre attention. Merci. Demandons à la famille de nous donner Mélonzé Josias pour son exposé très édifiant qui nous aura permis de comprendre pourquoi le Kikongo est la langue de la logique et de l'inspiration biblique des Écritures. Elle est également, bien entendu, l'inspiration d'autres choses, comme le mandombe. Donc, nous comprenons à la fin de votre exposé, n'est-ce pas, pourquoi le Kikongo devait générer une écriture comme le mandombe, parce qu'il y avait au fond la substance de la logique. Nous allons donc suivre ce filon et chercher à savoir comment d'une structure linguistique on peut passer à l'invention d'une autre structure qui est la structure de l'écriture. Et nous allons nous tourner pour cela à Monsieur Wabella Diopayi, qui est à l'extrême droite. Monsieur Wabella Diopayi va nous donner donc sa communication qui s'intitule L'écriture mandombe, origine et développement. Je m'en vais. On a un intermède avec la fac d'abord. Ah d'accord. Donc avant de suivre cet exposé, nous vous invitons à observer une pause. Il y aura
un intermède par La fanfare kimbanguiste. la fanfare kimbanguiste. Merci. Et consultant à la recherche scientifique et technologique au ministère de l'Éducation nationale à Kinshasa. Il occupe parallèlement un ensemble de l'Académie Mandé et du Centre de lecture néo-africaine en abrégé Sénat Kinshasa, dont il est l'actuel président directeur. Monsieur Ouagadougou est le conférencier dans le lieu. Il est également titulaire de l'enseignement du ministère de l'Agriculture et du Commerce de la République du Congo et de nombreuses distinctions internationales. Il parraine des activités de culture mandée, à l'exemple de l'Europe et contribue à la Renaissance africaine en poursuivant ses recherches sur l'écriture dont il occupe depuis 1978, année où, à un moment donné, il a été inspiré une écriture d'inspiration divine. Alors, M. Ouagadougou, je rappelle, c'est du droit de l'exposé, l'écriture m'a donné l'origine dans cet exposé. Vous envisagez de réaliser une réflexion de ces thèses sur l'histoire et
l'actualité du Mandé. Alors on a un certain nombre de questions à poser. Comment est le Mandé? Comment elles sont passées de l'étude à la réalisation, de l'installation à la réalisation? Quel est l'impact attendu de cette étude sur la réflexion sur l'évolution de l'Afrique? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont les perspectives envisagées? Quel est le potentiel d'innovation scientifique contenu dans l'étude, c'est-à-dire quelles sont, en quoi elle peut favoriser la créativité. Donc autant de questions qui prouvent notre impatience à vous écouter. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je préfère parler en bilingue. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je préfère parler en bilingue, c'est-à-dire je voudrais parler un peu lingala et le Congo, puis le français. Bande Konangai, d'abord, na pesibino merci mingi, ndenge boye kolanda conférence na biso, ya écriture na biso, batu mwindu o epesemeli biso na papa Simon Kimbangu. Écriture négro-africaine Mandombe, ezali révélation divine. C'est-à-dire, nakoko loba lisusu ete il faut to zong samatondo na tata Nzambe parce que tata Nzambe a kaniseli biso bato mwindu na kopesa biso likabu ya sika oyo ezokomonana te. Écriture oyo ezali écriture moko fantastique ndenge bandeko na biso baprofesseur bazobengisa ngai bakomi kobengela yango na université ya Cologne, na université ya Lisbonne baza kobenga yango écriture fantastique. Mais avant nakota na muzindo nakosala une petite introduction. Nazana pour moi petit moment qu'on a kopesa bino. Moana ezali pour mobiliser la jeunesse. Parce que d'après statistiques basali na mokili, batu ba constater que la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et il n'y a pas de recherche sans le développement. Parce que d'après les chercheurs, les pays asiatiques sont dominés en matière de recherche. Notamment le Japon, où ils ont produit 6 000 et quelques savants par an. Et le deuxième pays qui suit, c'est les États-Unis, avec 5 000 et quelques savants par an. C'est-à-dire quand on dit 5 000 savants, ça veut dire 5 000 inventions. Et puis il a dit, Allemagne, France, Angleterre avec 3 000 et quelques. Mais Nabiso Batumouindou va remarquer que Tozana nous nulle part. C'est comme ça que Basenga Kingaï a mobilisé la jeunesse pour jeunesse. Ils ont la capacité de découvrir des idées premières. Parce que Basalaki analyse Nabango va remarquer que la plupart des savants les survolants. Mais moi j'ai toujours dit il faut que nous puissions montrer à la jeunesse, apprendre à la jeunesse comment cette écriture nous a été révélée et qu'est-ce que nous avons vécu. Pour que la jeunesse, quand ils vont s'engager dans la recherche, quand elle va s'engager dans la recherche, qu'elle ne puisse pas oublier Dieu. Parce que, à part les conseils qu'on nous donne en disant que pour faire des recherches, il faut aller dans les bibliothèques sur 250, parce qu'aujourd'hui c'est ma 260e conférence.
Partout où je passe, j'ai toujours dit à mes frères africains, vous devez maintenant associer vos recherches à la religion. Parce que là où l'homme se sentira bloqué, Dieu intervient toujours. Raison pour laquelle j'ai toujours parlé de ces volets pour que la jeunesse sache quand même qu'est-ce que Dieu a fait et comment nous sommes arrivés à trouver cette écriture. Donc, si je parlais de l'audition d'une voix, c'est-à-dire nazalaki kolala na ndako na Kinshasa, na yokaki mongongo ebengaki ngai na lerwa nazali kovana na avenue Nyanza numéro 104 na commune à Kinshasa, na yokaki mongongo ebengaki ngai, cette voix m'avait dit allez en Kamba, allez prier et te baigner dans la source sacrée, je vais te donner une mission pour la race noire. J'en ai parlé à mes parents, il y a eu beaucoup de tergiversations de la part de mes parents, mais j'avais insisté et c'est comme ça que le jour suivant nous avons voyagé avec mes proches parents, c'est-à-dire ma tante et la femme de mon oncle. Alors, arrivé au parking Moulard, ceux qui connaissent Kinshasa, dans le temps, on prenait le bus pour le Bas-Congo au parking Moulard. Arrivé au parking Moulard, un miracle se produisit. Dans le véhicule où nous avons pris place, Papa Simon Kimbangu est à Paris, assis à ma gauche. Ça doit nous interpeller. Papa Simon Kimbangu, décédé en 1951, mais qui va apparaître dans le véhicule. Et mes parents ne sont pas kimbanguistes. Ce sont eux qui ont vu Papa Simon Kimbangu et ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont crié jusqu'à fuir, quitter le véhicule rapidement. Ça avait créé même panique au niveau du parking. Et les chauffeurs ne voulaient plus nous reprendre. Tous les chauffeurs ont dit, vous ne pouvez plus voyager avec nous parce que la route du Bas-Congo a beaucoup d'obstacles. Vous restez, cherchez un autre moyen. Mais ici, personne ne pourra vous prendre. Donc, ce jour-là, tous les chauffeurs du parking avaient refusé de nous prendre. C'est comme ça que nous étions obligés de rentrer à la maison. Alors, au troisième point, et ainsi les jours suivants, nous avions voyagé par train jusqu'à Mbanzangungu. Troisième point, audition des cantiques qui m'axent dans le ciel. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés à Mbanzangungu, mon oncle a refusé que je puisse aller en Kamba, mais moi, j'ai tenu quand même, j'ai insisté, puisqu'il n'a pas voulu. Lui aussi a insisté que nous devons d'abord, parce que lui n'est pas kimbanguiste, il a préféré qu'on puisse voir trouver le voyant pour qu'on nous dise pourquoi tous ces miracles. Et c'est comme ça que, merci beaucoup, c'est comme ça que à 4 h du matin, j'avais fui. J'avais fui avec mes deux cousins. Nous étions partis en Kamba à pied. Et sur la route d'Nkamba, moi j'ai commencé à entendre des cantiques qui m'anguissent dans le ciel. Le premier cantique que j'entendais, on chantait Alléluia, Wandongo, Kenukenda Lalako. Alléluia, Wandongo, Alléluia, Wandongo, Kenukenda Lalako. Donc on disait que dans ces cantiques, on dit le sacré ne faut